Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière édition de la semaine. Voici les titres en images. Une exposition a été inaugurée ce vendredi matin au musée des voitures anciennes en présence de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Il s'agit d'œuvres offertes à la Croix-Rouge monégasque. Plus de détails dans ce journal. Nous reviendrons sur la journée d'études, journée dont le thème était la parole de l'enfant en cas de séparation des parents. Cela fait 25 ans qu'il cuisine au quotidien pour la famille princière. Le chef Christian Garcia nous emmènera dans les cuisines et dévoilera les coulisses du palais princier, une visite qui coïncide avec la sortie d'un DVD. Et puis nous parlerons bien évidemment de football à l'approche de la 35e journée de Ligue 2. L'AS Monaco affronte Caen, une rencontre où les Monégasques peuvent valider leur billet pour la Ligue 1. Dans le cadre de la journée mondiale de la Croix-Rouge, plusieurs événements vont se dérouler en principauté. La première concerne une exposition au musée des voitures anciennes. Elle a été inaugurée ce vendredi matin en présence de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Voyez ce reportage d'Élodie Messager. La collection d'œuvres d'art de la Croix-Rouge monégasque présentée au musée des voitures anciennes, le Prince Albert II, président de l'association, a inauguré lui-même l'exposition vendredi matin. Chaque année, un tableau ou une sculpture sont offerts à la Croix-Rouge monégasque par des artistes de renommée mondiale. Présentés publiquement à l'occasion du gala annuel, ces œuvres seront désormais mises en valeur toute l'année au musée. Nous avions cette collection dans nos murs, au siège de la Croix-Rouge et quelquefois même au bâtiment annexe juste en face, mais dans des conditions qui n'étaient pas tout à fait optimales. C'est-à-dire que dans une cage d'escalier, on n'a pas suffisamment de recul, ou même dans une entrée, les œuvres ne sont pas mises en valeur comme il faudrait. Et un jour, l'idée est venue effectivement peut-être de profiter de ce musée qui bénéficie d'espaces remarquables. Le travail qui a été réalisé est tout à fait adapté à nos œuvres puisque les tonalités, notamment les formes et les couleurs, tout ça s'accorde bien avec ces voitures qui entourent chacune de ces œuvres. Parmi les artistes donateurs, Damien Hirst, César, Armand, Follon ou encore Paul Jenkins, chaque œuvre originale illustre un aspect des valeurs humanitaires de l'association. Depuis 1989, un véritable patrimoine de 23 productions artistiques a pu être rassemblé. Ce sont des œuvres qui sont dans le patrimoine de la Croix-Rouge, à titre effectivement comme une valeur mobilière. Et tant que la Croix-Rouge n'a pas besoin de procéder à la vente de ces tableaux pour réaliser une œuvre sociale ou humanitaire, elle les conservera comme réserve, comme patrimoine. Mais le moment venu, nous ne nous interdisons pas de vendre ici ou là une de ces œuvres. Pour l'instant, nous ne l'avons pas fait. Ce n'est pas exclu, mais ce n'est pas prévu non plus. Cette exposition a été mise en place alors que la Croix-Rouge monégasque célèbre ses 65 ans d'existence. On rappelle que samedi, une grande braderie est organisée, celle du canton, dans le cadre de la Journée mondiale de la Croix-Rouge. Nous prenons la direction de l'auditorium Régnier 3 à présent. Une journée d'études était organisée par le DAS et la cellule de médiation familiale. Le thème de cette journée était la parole de l'enfant en cas de séparation des parents. Christine Datomel vous en dit plus. La parole de l'enfant dans la séparation de ses parents, tel était le thème de cette journée qui a rassemblé un public de professionnels issus du monde de la magistrature, de la médecine, de l'action sociale ou encore de l'éducation nationale à l'auditorium Régnier 3. Dans notre société moderne, le divorce des parents est malheureusement en forte augmentation. En Europe, on estime que plus d'un enfant sur 4 vit sans ses deux parents. La séparation, une période douloureuse pour l'ensemble de la famille et particulièrement pour l'enfant. D'un divorce très conflictuel, l'enfant va dans un premier temps se sentir ce qu'on appelle dans notre jargon professionnel en conflit de loyauté. Oser dire que j'ai du plaisir à aller chez papa, que papa me manque, c'est souvent trahir l'amour de maman. Parce que la conjugalité est tellement au paroxysme que leur coparentalité n'existe plus. Et il y a une surenchère entre je suis le meilleur parent et l'autre parce qu'il n'a pas été un bon mari d'office, peut être dans
la perception de la mère un mauvais père, et l'enfant souffre énormément parce que vraiment le besoin d'un enfant, c'est de pouvoir avoir accès librement à ses deux parents, et quand il quitte maman, que maman puisse lui dire « je suis ravie que tu ailles voir ton père parce que ton père t'aime et il a de l'amour à te donner » et réciproquement. Dans ces séparations de plus en plus conflictuelles, l'enfant peut être utilisé et porteur de la parole d'un parent. Pour éviter ce genre de situation cruelle pour l'enfant, une solution, la médiation familiale. Cette journée est importante car elle va permettre un échange entre les professionnels de la justice, les travailleurs sociaux, de la médiation familiale, justement pour appréhender ensemble ces problèmes. Et ce que je peux bien évidemment conseiller à nos résidents qui ont des problèmes de couple et de séparation, c'est d'avoir recours à Monaco à la médiation familiale qui existe depuis plusieurs années, qui est très efficace. Et Madame Christine Lorenzini est là justement pour remettre l'enfant au cœur de ces problématiques et rappeler que jamais, en aucune manière, un enfant ne doit être la victime de la séparation de ses parents. La médiation familiale est alors là pour accompagner les parents vers une séparation à l'amiable, un divorce par consentement mutuel. Le médiateur va effectivement accueillir ce conflit conjugal, cette période de crise, et va essayer de travailler les besoins de chacun, les besoins en tant que parents, et essayer d'avancer avec eux pour travailler leur responsabilité parentale et éviter que ce soit la justice qui tranche. Parce que les magistrats sont souvent dépourvus avec les avocats, le principe du contradictoire, un parent va défendre une thèse, l'autre va être complètement en opposition, et les magistrats sont très très sensibles au travail de partenariat que nous essayons de renforcer parce que c'est pas évident et qu'à un moment donné, s'il n'y a pas consensus, ils sont obligés de trancher et l'intérêt supérieur de l'enfant, quelquefois, peut nous échapper à nous tous. À la suite d'un divorce conflictuel, 40% des enfants ne verraient plus leur père, les droits des pères étant souvent bafoués. Dans l'actualité, en bref, vous le voyez sur ces images, Isabelle Bonal, directeur de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, a été élevée au grade d'officier dans l'ordre des Palmes académiques. Cette distinction a été remise par Hugues Moret, ambassadeur de France à Monaco. Lors de cette cérémonie à la résidence de France, de nombreux invités étaient présents, dont le prince Albert II. La distinction des Palmes académiques est le plus ancien ordre de la République française après la Légion d'honneur. A noter également que Marcel Attimon, chef du restaurant Le Saint-Benoît, a lui aussi été décoré lors de cette cérémonie. Il est à la tête de la Poste Monaco depuis plusieurs années maintenant. Jean-Luc Delcroix confie sa vision du management dans un livre entretien écrit avec Isabelle Tisserand, docteur en sciences sociales. Cet ouvrage sorti récemment donne de nombreuses réponses et des clés pour replacer l'humain au cœur du dispositif de réussite économique. Voyez ce reportage signé Patricia Navarro. Jean-Luc Delcroix a un parcours professionnel assez atypique. Lieutenant-colonel de la réserve citoyenne de la Gendarmerie nationale, diplômé de l'Institut de haute finance, ancien président du Lions Club de Monaco et actuel directeur de la Poste Monaco, il a beaucoup voyagé. Sa carrière professionnelle lui a permis d'appréhender les différentes facettes du rôle de manager. De son expérience, il a acquis la certitude qu'à l'heure de la mondialisation, le management est avant tout une histoire de gestion des relations humaines. C'est la raison pour laquelle il a accepté de travailler avec Isabelle Tisserand pour écrire un ouvrage sur l'art managérial. La première qualité, c'est d'abord être humain, première qualité. La deuxième qualité, c'est entendre ses collaborateurs. Et une troisième qualité qui est importante, c'est avoir une vision, une vista de l'avenir. Et on ne peut pas amener une entreprise vers un avenir sans tenir compte des personnes qui travaillent dans l'entreprise. Parce qu'il faut bien voir, un patron donne un sens à l'entreprise, donne une vision de l'entreprise. Mais derrière, ce sont les collaborateurs qui travaillent. Donc derrière, c'est l'humilité aussi. Et l'entreprise, si elle réussit, ce n'est pas uniquement un patron qui fait réussir l'entreprise, c'est un patron qui donne le cap, qui donne une vision et qui fait adhérer ses collaborateurs à la vision de l'entreprise et au cap donné. L'ouvrage dans lequel Jean-Luc Delcroix partage ses connaissances et convictions s'articule autour d'une grande notion. L'individu n'est pas une donnée chiffrée et son épanouissement dans son travail est bien le secret de la réussite et du développement de l'entreprise qu'il emploie. Sur un management humain, c'est de dire on respecte l'autre. C'est un point important. Et ce que j'indique à mes collaborateurs, le respect à trois niveaux. On a le respect ascendant des collaborateurs vis-à-vis de la hiérarchie.
le respect descendant de la hiérarchie vis-à-vis des collaborateurs et le respect transversal des collaborateurs entre eux. Et je crois que ça commence déjà par un élément important, se respecter. Après, se respecter, il y a aussi un autre élément, c'est écouter l'autre. On écoute, mais pas simplement j'écoute, mais j'entends. L'autre élément aussi, c'est de tenir compte de l'homme comme un tout. Certains vous disent, tu arrives au boulot, tes problèmes, tu les laisses à la porte. Ou le soir, tu rentres chez toi, les problèmes au boulot, tu n'en parles pas. C'est pas comme ça la vie. On n'a pas une personne avec une personnalité au travail et le soir à la maison une autre personnalité. Donc on a une interconnexion entre le côté professionnel et le côté personnel. Et aussi dans le travail, c'est savoir ce qui va bien chez un collaborateur, ce qui va mal, de façon à le remettre dans un contexte positif en tenant compte de l'humain. Le management stratégique d'abord humain de Jean-Luc Delcroix et Isabelle Tisserand est paru aux éditions de l'Harmattan dans la collection Intelligence stratégique et géostratégique. Parlons gastronomie à présent avec le chef des cuisines du Palais Princier. Dans un documentaire sorti en DVD il y a quelques semaines maintenant, Christian Garcia nous dévoile les facettes de son métier. Élodie Messager l'a rencontré, voyez son reportage. Sorbet mangue, les mangues dessus, la gelée de mangue. Toujours surprendre, faire preuve de créativité pour proposer des menus différents chaque jour, c'est le travail de Christian Garcia. Depuis 25 ans, il cuisine au quotidien pour le souverain et sa famille, mais organise également les grandes réceptions. Simples ou élaborés, les repas sont toujours servis avec soin et validés par le prince et la princesse. Dans un documentaire, le chef nous dévoile les coulisses du palace. La grande différence entre un chef de restaurant et un chef de prince ou de président, d'un chef d'État, c'est que nous, on cuisine tous les jours pour les mêmes invités. Et puis on cuisine aussi toutes sortes de plats. On va passer d'un repas gastronomique aussi au repas privé qui peut être aussi beaucoup plus léger, comme une soupe, un potage. Mais dans ces cas-là, c'est toujours une soupe très soignée, une salade très soignée. Donc c'est ça notre différence. Et puis il faut surtout qu'on se renouvelle, parce que nous n'avons pas une carte qui est établie sur plusieurs semaines comme dans les restaurants. Tous les jours, on se renouvelle, on s'inspire des cuisines du monde, on s'inspire d'anciennes recettes que les anciens chefs ont pu préparer également ici au Palais. Et puis donc, on innove constamment. La cuisine préférée du prince et de la princesse est principalement une cuisine de produits de la région. On a la chance d'avoir du poisson très frais de Méditerranée qui est juste à côté, des petits légumes des paysans de l'arrière-pays, et puis bien sûr donc, les légumes et fruits du potager de Rocagel qui sont entièrement bio. Le prince vient très souvent ici en cuisine, presque quotidiennement, pour parler un petit peu du menu du jour. Une petite charlotte de carottes. Dans les cuisines de la résidence d'un chef d'État, tout est réglé au millimètre près, le moindre détail compte. Lorsqu'il prépare un dîner officiel, Christian Garcia se renseigne sur les habitudes culinaires des invités. Il fait alors appel au club des chefs d'État, car la gastronomie a son importance dans les relations diplomatiques. Lorsque nous avons un chef d'État, je m'empresse de téléphoner à son chef pour savoir quelles sont ses préférences, s'il y a des allergies quelconques ou un produit qui sera préféré à d'autres. Donc je me tiens très souvent au courant. Lorsque nous avions reçu Nelson Mandela, par exemple, ici au Palais Princier, j'avais de suite téléphoné en Afrique du Sud pour savoir quelles étaient ses préférences, ce que Nelson Mandela aimait comme produit. Puis on avait créé à cette occasion un dessert, c'était le Star of Africa, c'était un petit clin d'œil à l'Afrique du Sud. La bonne cuisine est la base du véritable bonheur, disait Auguste Escoffier. Le documentaire Dans les cuisines du Palais Princier de Monaco a été réalisé par Vanessa Pontet, une production Patrick Spica. Dans l'actualité, en bref, 2 dates à retenir. La première, celle du 16 mai, le Kiwanis Club de Monaco organise une soirée de gala à l'hôtel Hermitage, une soirée ponctuée par une vente aux enchères. Et puis les 11 et 12 mai prochains, des milliers de chiens se rassembleront à l'espace Fontvieille. Plus de 200 races venant de 20 pays sont attendues sous le chapiteau de Fontvieille pour l'exposition canine, une exposition instaurée en 1927 en principauté par la princesse Charlotte.
Et puis nous ne pouvions pas refermer ce journal sans parler de football. Vous le savez, l'AS Monaco est toute proche de retrouver la Ligue 1 la saison prochaine. Samedi, les Rouges et Blancs reçoivent Caen à 14 h. Retour sur les enjeux de cette rencontre dans ce reportage. Nul doute que le stade Louis II sera plein ce samedi à l'occasion de la rencontre qui oppose l'AS Monaco à Caen. Une rencontre où l'ASM peut valider son billet pour la Ligue 1. Les joueurs de Claudio Ranieri ont déjà manqué ce rendez-vous en début de semaine et ils comptent bien se rattraper à domicile. Une victoire serait synonyme de montée. Un nul suffirait également si Angers ne gagne pas ou si Guingamp perd contre Arles-Avignon. Il y a beaucoup de médiatisation autour de l'ASM. Surtout avec le gros projet qui est en train de se monter. Donc voilà, on voit qu'on était attendu à Sedan pour justement cette montée. On n'a pas pu la décrocher lundi. On voit que vous êtes là aujourd'hui pour samedi. Donc voilà, on a vraiment envie de faire quelque chose et surtout de pouvoir aussi donner un peu de plaisir à nos supporters et de pouvoir vivre une fin de saison alléchante mais plutôt tranquille aussi. Ce match retour a aussi un enjeu pour les Canets. En effet, eux aussi jouent une place en Ligue 1. Pour cette rencontre exceptionnelle, Claudio Ranieri s'est exprimé en français lors de la conférence de presse d'avant-match. Fait rare depuis qu'il est à la tête de l'équipe. Le coach italien s'attend à un match musclé samedi. Je pense que Caen joue à la même 5 défenseurs, 4 milieux, un attaquant. C'est la meilleure défense de la Ligue. Il sera très difficile de marquer les buts, mais nous avons le meilleur attaque de la Ligue. Ce sera un bon match. Cette accession en Ligue 1 récompenserait une belle saison des Rouges et Blancs. Ils sont actuellement sur une série de 17 matchs sans défaite. Leur dernière déconvenue remonte au 11 décembre 2012 et c'était contre Caen, leur futur adversaire. Alors, est-ce que le beau temps sera au rendez-vous pour cette rencontre de la 35e journée de Ligue 2? La réponse avec les prévisions météo. Eh bien oui, le soleil brillera en principauté samedi. Des nuages seront toutefois présents et les températures seront douces. Il fera 16 degrés le matin et 20 degrés l'après-midi. Dimanche, peu de changements. Le temps sera variable avec un maximum de 19 degrés. En début de semaine, maintien d'un temps calme sans perturbation avant le retour d'un plein soleil mardi. Le thermomètre affichera un maximum de 22 degrés au meilleur moment de la journée. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos reportages sur notre site internet www.monacochanel.mc. Monaco Channel qui vient d'accueillir deux nouvelles chaînes thématiques, l'une consacrée à la santé et l'autre à l'environnement. Très bon week-end à tous et à très bientôt sur Monaco Info.